Berline est le premier roman de Céline Rigui, l'histoire de Fernand, coincé sous une berline après l'effondrement de la mine dans laquelle il travaille. Un livre dans lequel, entre la vie et la mort, les souvenirs vont remonter. Céline Rigui est l'invitée de Délivrez-vous. Bonjour Céline Rigui. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Enfin, j'ai envie de dire, avec ce livre, ce premier roman qui a une histoire de fou, qui a une longévité incroyable, ce qui est rare aujourd'hui en littérature, avec un nombre incroyable de romans qui sortent. Et parfois, les romans sortent et s'oublient malheureusement. Et le vôtre, Berline, paru en 2022, mai 2022 aux éditions Le Sonneur, a eu un écho très rapide, je crois, auprès des libraires, auprès des lecteurs. Il y a une espèce de chose qui s'est installée comme ça. Vous avez aussi le prix Marguerite Puldemange 2023. Et c'est une aventure littéraire, je crois, pour vous en tant qu'écrivaine, on va en parler. Et puis c'est une histoire qui a touché beaucoup de monde. Un livre très resserré, très court, une histoire extrêmement, au départ on pourrait dire assez simple, cette histoire de Fernand coincé, parce que dès le départ on le sait, coincé sous une berline au fond de la mine dans laquelle il travaille. Et entre la vie et la mort, parce que on sent bien que la mort arrive, mais je ne vais pas en dire plus, vont remonter à la surface, à sa surface à lui, les souvenirs, sa vie, les gens qui ont été importants dans sa vie et cette espèce de chose qui va revenir. Alors ce livre est sombre parce qu'il parle de mort, mais pas seulement. C'est un livre qui est entre le gris et les couleurs qu'aimait Fernand, les couleurs de la nature. Il est la confrontation entre beaucoup de choses d'ailleurs, ce livre, entre le fond, le gris, et l'air, la respiration. Tout à fait. Il est aussi l'histoire d'un apprentissage, il est aussi l'histoire d'un héritage, l'héritage d'une région, l'héritage d'un père. Il est aussi un livre sur la maternité, il est un livre sur l'amour. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. Je vais juste lire le tout début parce que c'est aussi un livre sur le corps et sur les corps. Je ne veux pas crever, c'est tout au début du livre. Lui est toujours là, un peu vivant, peut-être plus pour longtemps, mais un peu quand même. Alors il va s'accrocher à ce peu-là, parce qu'on ne sait jamais. Avec un peu de chance, peut-être qu'il ne finira pas ici, dans ces flaques. C'est qu'il voudrait bien revoir le ciel, les blés, l'oncle, la tante, Martha, les cheveux de Martha, les yeux de Martha, la couleur de l'aube et du crépuscule, la rosée sur les liserons dans le jardin, le saule au bord de l'étang. Il voudrait bien revoir le village, les rues, sa rue, alors il va se battre contre sa terreur et ce silence trop grand pour lui. Je trouvais que cet extrait disait beaucoup. Il dit bien sûr beaucoup de l'enfermement dans lequel il est physiquement après l'accident, après la mine qui vient de s'effondrer, mais il raconte aussi sa vie et peut-être l'enfermement dans lequel il était avant. Exactement. Et il parle aussi des couleurs. Une petite question toute simple pour démarrer, Céline. D'où est partie cette histoire-là? On sait que j'ai lu que vous veniez de cette région, de ces régions des mines de charbon, que vous étiez issu de familles qui avaient travaillé dans les mines. Est-ce qu'il est venu du gris ou est-ce qu'il est venu de la couleur et de la nature et de l'air? Eh bien, des deux. Et je vous remercie justement d'avoir souligné les dichotomies qu'on peut avoir dans ce roman et les contrastes, en fait. Ce livre, il est venu, je pense, en tout cas, il a éclos à un moment dans ma vie où moi-même je me sentais enfermée dans mon existence, où j'avais le sentiment d'avoir fait le tour du métier dans lequel j'étais. Donc j'étais enseignante dans l'éducation nationale et je sentais que je suffoquais à ce moment-là, que je me sentais enfermée. Alors il y avait ça, il y a ce premier paramètre qui était très important. Je ne supporte pas de me sentir enfermée de quelque manière que ce soit. Ensuite, comme vous l'avez souligné à l'instant, je suis petite fille de mineurs. Donc mes deux grands-pères travaillaient dans les mines en Lorraine. Mon grand-père paternel dans une mine dans le village là où j'ai grandi, à Ussini-Godebrange, et mon grand-père maternel à Folquemont. Donc la mine, pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a imprégnée quand j'étais enfant.
Et quoi de mieux que la mine pour coincer son personnage, voilà, pour immobiliser son corps. Ensuite, il y a autre chose aussi qui m'a transpercée, parce que quand j'écris, j'ai besoin d'être transpercée par quelque chose. C'est la parole d'un détenu, parce que j'anime des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis 4 ans. Et ce détenu m'a dit, vous savez, madame, quand on est enfermé toute la journée, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre à part penser ? Et moi, ces mots, ça m'a bouleversée. Et donc, tout ça mis ensemble, ma situation professionnelle qui m'étouffait, le passé, la mine, l'enfermement. Je suis obsédée par le thème de l'enfermement. Et comme je dis toujours, par son contraire, puisque rien dans ce monde ne fonctionne sans son contraire. Donc je suis aussi obsédée par la liberté. Donc tout ça mis ensemble, ça a donné Berline. Alors c'est complètement ça, effectivement. Et puis alors cette histoire de respiration, hein, vous venez de dire, effectivement, on a aussi l'impression qu'il y a un souffle à trouver, un souffle à chercher. Est-ce que vous l'avez écrit comme ça, ce livre-là? Complètement. Qui est, je disais, très, très dense aussi, très resserré. Et est-ce qu'il y a une histoire de souffle et de respiration? Oui, bien sûr. Alors le souffle, la respiration, chez moi, va s'inscrire dans la musique, la musicalité. Je suis parolière, chanteuse, donc la musique, pour moi, est aussi importante que les mots. L'amour que j'ai pour la musique est aussi important que celui que j'ai pour les mots. Et donc, c'est dans le rythme de l'écriture que j'ai instauré cette respiration, une respiration dans la suffocation. Juste pour revenir au début, vous commencez par 2 citations. Donc ça veut dire aussi qu'on rentre dans votre livre avec des mots d'autres auteurs et vous choisissez comme exergue un extrait de Vie minuscule de Pierre Michon et un extrait de Jean-Paul Sartre, Des mots. Moi, c'est surtout Pierre Michon qui m'a intéressée. L'extrait que vous avez choisi, c'est « Les choses du passé sont vertigineuses comme l'espace et leurs traces dans la mémoire est déficiente comme les mots. Je découvrais qu'on se souvient. » Pierre Michon, tout de même, Les Vies minuscules, c'est un livre qui a marqué beaucoup de monde. Oui. Bien évidemment, on imagine bien quelque chose aussi chez vous de cet ordre de l'écriture sur les aïeux, le portrait de ces gens qui ont marqué aussi une époque, et puis cette différence dans laquelle lui pouvait se sentir aussi par rapport à une génération, par rapport aussi à des métiers, etc. Le choix de citer Pierre Michon, Les Vies minuscules, c'était aussi de dire que vous aussi, vous vous inscriviez dans l'écriture sur des vies minuscules. Oui, tout à fait, exactement. D'ailleurs, le livre, Berline, est dédicacé à mes grands-parents paternels. Et donc, j'ai un peu de mal avec cette expression qu'on emploie quand on parle des petites gens. Les mots, pour moi, ont une résonance, donc j'essaye de faire en sorte du mieux possible de les peser quand je m'exprime. Et donc, pour moi, il n'y a pas de petites gens ou de petits destins. Et c'est ce que j'écris dans Berline. Pour moi, une grand-mère qui va tricoter une écharpe pour sa petite fille, elle accomplit à sa façon des grandes choses. Voilà. Alors, il n'y a pas de destin, si ce n'est quand même que votre livre questionne ça. Il questionne le destin et il questionne aussi l'héritage, le travail, les régions où on habite, où finalement, le destin de Fernand, c'est de travailler dans la mine, alors que ce n'est pas son rêve. Exactement. Et c'est ça que nous dit le livre aussi, parce que quand il va se souvenir de ses amis, on va parler de la camaraderie aussi, parce qu'il y a des histoires aussi de camaraderie, on va parler de sa mère, mais tout de même, ce qu'il aime, Fernand, c'est le jardin, c'est les couleurs, c'est la nature, c'est justement tout ce qu'il y a au-dessus de la terre, au-dessus de la mine. Et il va finir dans la mine. C'est de ça aussi dont vous parlez. Exactement. En fait, l'histoire de Berline et l'histoire de Fernand, c'est l'histoire d'un être humain qui se retrouve à un moment donné confronté à l'absurdité de son existence. Parce qu'il s'aperçoit dans le noir, en fait, il va se réveiller dans le noir, voire se révolter même, contre lui-même d'abord. Et donc c'est ça le paradoxe du roman, c'est cette lumière de la conscience finalement qui apparaît dans cette obscurité profonde. En fait, il va se rendre compte que lorsqu'il était à la surface, il a passé son temps à vivre la vie des autres, parce qu'il était enfermé dans ses peurs. Donc la peur de désobéir à sa mère, de la décevoir encore plus, la peur de décevoir son père, la peur, s'il n'allait pas travailler à la mine, de recevoir les regards obliques du village, la peur du regard des autres. On peut s'interroger aussi si nous-mêmes, on n'est pas soumis, enfermés dans ses propres peurs parfois. Moi, oui, je le sais, c'est par expérience aussi que je me permets d'en parler. Et donc, il va se retrouver confronté
à l'absurdité de son existence, au non-sens, à la perte de sens de son existence. Et moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'écris. J'ai envie de m'abriter un peu sous les mots d'Henri Michaud, que j'aime beaucoup, qui dit « J'écris pour me parcourir », c'est-à-dire pour essayer de saisir l'aventure de l'être en vie. Qu'est-ce que ça signifie être en vie ? Pour moi, être en vie, ça signifie, autant que faire se peut, essayer de donner un sens à ma vie. Comment donner ce sens à nos vies ? Par les actions qu'on va faire, par le travail, les activités qu'on va exercer. Et Fernand, j'en reviens à lui, alors lui, il ne voulait pas être mineur, et non seulement il ne voulait pas être mineur, il est descendu dans la mine, mais en plus, le minerai lui est tombé dessus. Et donc là, il en arrive à ce sentiment d'absurde qu'on retrouve chez Camus, d'ailleurs. Paradoxalement, c'est la berline qui va le sauver. Exactement. Il est à la fois enfermé et protégé. Et c'est très intéressant cette métaphore finalement. Tout à fait, c'est un livre qui, métaphore. qui parle de nos vies, de l'enfermement. Vous avez démarré dès le départ en parlant de vous finalement. Comment finalement un livre qui n'est pas une autobiographie est tout de même un petit peu quelque chose qui part de nous, et c'est peut-être ce que font toujours les écrivains. Je disais que c'était un livre qui effectivement, Berline, la mine, on est au fond d'une mine enfermée, on se dit c'est beaucoup de gris, mais moi j'ai beaucoup de couleurs parce que Fernand aime la couleur, le vert de l'herbe, etc. Ça aussi c'est important pour vous, ces touches de couleurs, ce rapport à la nature qu'il aime tant, la lumière. En fait c'est presque un papillon, quelqu'un qui est attiré par la lumière et à qui on va empêcher d'aller près de sa lumière. Tout à fait. Pour moi, le défi d'écriture, c'était de faire jaillir les couleurs et la lumière de cette obscurité. Et en même temps, quoi de mieux que l'obscurité comme révélateur à la lumière. Donc c'est vrai qu'on m'a souvent dit que Berline était un livre lumineux. Ouais. Donc je suis contente, ça veut dire que j'ai réussi. Oui, en fait, la couleur, la lumière, c'est extrêmement important pour Fernand, puisque c'était son rêve de travailler à l'air libre, au milieu du jardin, de cultiver des morceaux de beauté, être complètement à l'inverse en fait de ce qu'il vivait dans la mine, dans la noirceur, l'enfermement. Et puis c'est l'enfance. Et c'est l'enfance. C'est l'enfance. Exactement. Il lui faut de la couleur pour tenir le coup, écrivez-vous. Alors dès qu'il peut, il se précipite dans le jardin du père. Il tresse une couronne de liserons, de capucines, de belles de jour, se réchauffe au rouge des tulipes, des fraises, des framboises, à l'oranger des glaïeuls. Il pense aux cheveux de Martha, aux matins jaunes et bleus, au blé jaune d'or, au bleu des robes de la tante, à ses confitures arc-en-ciel. Il veut du vert aussi, le vert tendre de l'herbe, etc., etc. C'est le monde de l'enfance dont il est question, les confitures, la tante, les yeux verts, les amis. J'ai trouvé aussi que ce livre nous permettait peut-être à nous, lecteurs, de nous plonger dans notre propre souvenir d'enfance. Quelles étaient les couleurs qu'on avait nous aussi dans notre enfance ? Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que égoïstement, on va dire, l'écriture de Berline, pour moi, c'était aussi une façon de me réfugier un petit peu dans cette enfance, dans cet univers dans lequel j'ai grandi, puisque j'ai été élevée dans une cité minière, par mes grands-parents paternels, par ma grand-mère notamment, puisque mes parents travaillaient, donc c'est la grand-mère qui gardait les petits-enfants. Et le jardin que je décrit dans Berline, c'est le jardin de mon grand-père, donc avec les glaïeuls, les capucines, etc., les framboises, les mûres. Donc c'est ça qui est magique avec l'écriture aussi, c'est qu'on a la possibilité de ressusciter des endroits qui ont disparu, des personnes aussi. Grand-père, vous avez un nom d'origine italienne. Oui. Grand-père, du coup, d'origine italienne. Tout à fait. Je suis une petite fille d'immigrés italiens. Et donc, ça veut dire, comme beaucoup de petites filles d'immigrés italiens, où ces hommes s'occupaient de leur jardin de façon, je trouve, extraordinaire. Tout à fait. Vous avez des tout petits jardins qui donnaient de grandes choses. Et finalement, vous refaites remonter la mémoire de beaucoup de gens. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Du Grand Est et des immigrés aussi, parce que c'est de ça dont on parle aussi. Oui, tout à fait. C'était important pour moi de parler de mes racines, mais sans oublier les ailes, en fait. Berline, c'est ça aussi, on est toujours dans ces contrastes qui me sont chers, parce que je trouve qu'ils illustrent à merveille ce qu'est la vie, en fait. La vie, c'est ça, c'est ni tout blanc, ni tout noir, ni tout grand, ni tout petit, c'est tout à la fois. Et donc, l'importance des racines, et c'est ce que dit Fernand à la fin du livre, c'est-à-dire qu'il se réfugie dans ce village qu'il a tant détesté, mais finalement il le reconnaît comme faisant partie de lui, mais sans oublier qu'il a besoin aussi de devenir qui il a envie d'être.
La mémoire, puisqu'on parle aussi de mémoire, parce que c'est un livre où finalement c'est la mémoire qu'on fait travailler, puisque le corps est empêché et que c'est tout ça qui travaille. Il dit aussi à un moment donné que trop de souvenirs peuvent faire souffrir, un trop plein de mémoire. Oui. Or la mémoire, c'est aussi le terreau de l'écrivain aussi, c'est votre terreau à vous. Allez, c'est quoi la mémoire du coup pour vous? Ça nous enferme ou ça nous sauve, ou au contraire ça peut nous empêcher? J'ai envie de dire les deux à la fois, les deux à la fois, parce que c'est quelque chose de tellement subtil, la mémoire, et qui se réarrange en permanence aussi. Je pense à Rousseau et à ses confessions, quand il commence en disant qu'il forme ici une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, etc. Est-ce qu'on peut faire confiance à la mémoire comme à la fidélité de la mémoire? J'y crois absolument pas. Je pense que ça peut être une richesse, effectivement, ce que vous disiez, c'est-à-dire un terreau dans lequel on va puiser et se rouler dans les souvenirs comme on peut se rouler dans les champs quand on était enfant. Mais ça peut être aussi parfois une douleur, des douleurs. Et je pense qu'à trop ressasser aussi certaines choses du passé, ça peut devenir quelque chose qui peut nous freiner dans notre existence. Et on ne peut pas se souvenir de tout, écrivez-vous. Et faites-vous dire à Fernand, et c'est heureux, pas vrai. Et finalement, c'est là aussi qu'est la place de la littérature, finalement, parce qu'il y a la mémoire qui peut être criblée de trous, mangée par les mythes. Et l'écrivain remplit ces trous-là avec son imagination. C'est ça. C'est aussi ça. Tout à fait. Pour moi, la mémoire, c'est une matière au même titre que la réalité. Je mets des guillemets autour du mot réalité parce que c'est très difficile de définir ce que c'est que le réel, mais en tout cas, c'est une matière dans laquelle je vais puiser pour écrire. Mais c'est une matière qui est plastique pour moi. Donc, c'est une forme de... Là, je reviens aussi à l'enfance et à la joie de faire de la pâte à modeler. Donc la mémoire, je l'utilise aussi comme ça. C'est-à-dire que je m'octroie le droit, en tant qu'écrivain, de pouvoir modifier, extrapoler, etc. Oui, de pouvoir jouer aussi. On est dans la fiction. Donc on est dans le vraisemblable, on n'est pas dans la vérité. Je parlais de maternité. C'est aussi un livre où on sent qu'il y a des manques d'amour. Il aurait aimé, votre Fernand, auquel on s'attache vraiment beaucoup, il aurait aimé être plus aimé par sa mère, être serré dans ses bras. Il aurait aimé qu'au moins une fois, elle la serre contre sa poitrine d'une étreinte puissante, sauvage. On sent aussi que c'est quelqu'un qui a manqué de ces choses-là, tout à fait. d'une mère, une mère qui deviendra folle un peu plus tard après la mort du père. Mais il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Alors je dis que c'est un livre sur les corps, donc forcément le charnel est là, la question du rapport au corps, du rapport à l'autre aussi. Mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la mère et de ce manque qu'a eu Fernand. Oui, alors en fait la mère est enfermée à sa façon aussi. C'est un livre sur l'enfermement, mais ce n'est pas simplement l'enfermement physique de Fernand, c'est l'enfermement physique de Fernand, plus les carcans intimes dans lesquels chaque personnage à sa façon est enfermé. Et cette maman, en fait, elle a souffert énormément suite à la mort in utero de son premier enfant, qui s'appelait Fernand. Oui. Donc ça a été une douleur terrible pour elle, à tel point qu'elle a souhaité appeler son deuxième enfant en lui faisant porter le même prénom que le premier. Et je pense que c'est une maman qui ne sait pas aimer, en fait, ou qui aime extrêmement maladroitement. Ce que j'avais aussi envie de montrer dans ce livre, c'est qu'elle n'en reste pas moins humaine. C'est-à-dire que Fernand se dit à un moment donné, bon, allez, il lui en veut plus, après tout, elle a fait comme elle a pu. Et je crois beaucoup à ça, je crois que chacun fait comme il peut, avec ce qu'il est. Et je ne crois pas à la méchanceté innée des gens. Je pense que la méchanceté, en fait, elle prend racine sur des peurs ou des douleurs, etc. Cette maman-là, en fait, elle n'a pas su se débrouiller avec sa propre souffrance. Et elle a fait comme elle a pu. Elle s'est asséchée. Elle s'est asséchée, exactement. Elle ne l'avait jamais embrassé et il avait avancé dans la vie d'un pas malhabile, amputé d'elle. Il n'était pas son enfant, il n'était qu'un moignon. La mère avec sa figure sèche, son corps efflanqué. Les mots que vous choisissez, c'est aussi, on va parler de poésie avec vous aussi. La mère sur la photo de mariage, trônant sur le buffet, maigre comme un clou. Je voudrais qu'on parle de votre écriture.
parce que vous choisissez aussi parfois un langage un peu familier, Oui. avec quelques mots de Fernand, puisqu'en fait on est à une époque, on est dans un endroit précis, on est avec quelqu'un qui travaille dans la mine, et il y a à côté de ça aussi une espèce de poésie dans le choix des mots. Il y a des mots qui sifflent, il y a des mots qui chantent. Est-ce que ça c'est finalement la formation musicale que vous avez? Il y a ce goût des mots qu'on sent bien que vous avez, qui nous font nous régaler en tant que lecteurs. Je voudrais qu'on parle de cette langue que vous avez choisie, que vous travaillez. La poésie, pour moi, je vais emprunter quelques mots à Saint John Perse, qui est un poète que j'aime beaucoup, qui a dit ces mots, c'était lorsqu'il a reçu le prix Nobel. Il a dit « La poésie est mode de vie, et mode de vie intégral ». Et en fait, depuis que je suis enfant, c'est à travers ce prisme-là que je vois, que j'ai besoin de voir l'existence. Donc la poésie, pour moi, elle est consubstantielle à mon être, elle est inhérente à ma vie. Et donc, je m'amuse beaucoup à tout voir de façon poétique. Mais c'est un besoin. C'est ma façon aussi pour moi d'échapper un peu à la brutalité du monde et de tenir le coup. Donc ça se retrouve dans mon écriture. Et puis, j'adore les chansons. J'adore les chansons depuis que je suis toute petite. J'adore jouer avec les mots. Alors tout ça mis ensemble, ça donne cette écriture-là musicale. Je suis très très imprégnée aussi par des auteurs de chansons françaises, des auteurs comme Bachung par exemple, et Jean Fauque, son parolier, Charles Trenet, Bobby Lapointe, Dominique A. J'aime la poésie, j'aime les poètes, donc ça se retrouve dans ma plume, je pense, oui. Donc qui peut sauver effectivement, qui peut un peu nous sauver de quoi? De ce qu'on appellerait l'ordre des choses. Je crois que dans le livre, vous vous appelez à un moment donné, parce que l'ordre des choses, c'est la famille, le père, la mère, le tracé logique, et puis à un moment donné, l'ordre des choses peut se casser la figure. Ouais, c'est ça. Je pense que pour moi, le fait de regarder le monde avec cet émerveillement, c'est ce qu'on retrouve dans Berline. Vous parliez des couleurs, etc., de l'attention qui est portée à la nature. La nature, pour moi, c'est très important, puisque la poésie, elle est là en permanence dans la nature. Si on veut bien prendre le temps de la contempler un petit peu, de s'y attarder. Et en fait, oui, je pense que la poésie permet d'adoucir. C'est une espèce de baume un peu sur un réel parfois qui peut être extrêmement violent. Ça me permet en tout cas, moi, d'augmenter cette réalité dans laquelle je me sens, j'allais dire encore une fois, un peu enfermée ou à l'étroit. Pour revenir sur Pierre Michon est un écrivain qui, je trouve, écrit avec un œil de peintre. Ah oui. Voilà. Je trouve que vous aussi, il y a quelque chose aussi, quand j'ai parlé tout à l'heure de touches de couleur, de gris, etc., il y a aussi ce regard que vous posez sur le monde, qui est un regard plein de poésie, mais de touches de couleurs. Est-ce qu'on écrit comme on pourrait avoir un geste de peintre? Oui, tout à fait. C'est ce que je dis souvent à mes élèves d'ailleurs. Je leur dis, un écrivain, pour moi, c'est comme un peintre. Il va utiliser le matériau, le langage, pour colorer et créer des images sur ces pages. Et pour moi, c'est très important parce que je sais justement que quand j'écoute des chansons, les textes qui me parlent le plus sont les textes qui ont des images fortes, impressionnistes. Je reparle de Bachung, par exemple. Et donc, les images sont là pour générer aussi des émotions chez le lecteur. Et moi, c'est ça aussi que je fais quand j'écris. Je pense que ce soit plus ou moins conscient, mais en tout cas, j'ai envie de créer des secousses chez le lecteur, générer des émotions, qu'elles soient agréables ou pas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la vie est faite de contrastes. Et donc, je pense que c'est bien aussi parfois d'être dérangé par certaines choses. D'être dérangé, mais aussi d'être consolé. Je trouve aussi que c'est un livre qui peut consoler Berline d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais finalement, il y a quelque chose quand même. Et puis, je ne vais pas dévoiler la fin pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce qu'on est effectivement dans la tête de Fernand qui se rappelle tout ça, mais on sait aussi tout au long du livre, et c'est ce qui fait le côté un peu tendu de l'histoire. On sait qu'il est coincé sous sa berline, et on croit qu'il va mourir, on espère autre chose, mais il y a quelque chose, un fil tendu, et il y a quand même quelque chose de l'ordre de la consolation. Oui, tout à fait. C'est un livre, finalement, cette berline, elle est enveloppante, d'une certaine façon. C'est aussi une espèce de cocon. Et puis, il y a cette noirceur qui est là, mais je pense que
on peut justement, en acceptant cette part d'obscurité qu'on a en nous, essayer de se diriger vers des choses un petit peu plus lumineuses, avoir la couleur finalement. Et c'est cette couleur qui console, cette lumière qui console. Alors, on la retrouve dans l'amitié, par exemple. C'est ça. Voilà. Mario. Un autre personnage. Les bonnes pommes. Ouais. Et Mario, Martha, enfin voilà, il y a aussi tout son monde. Vous disiez, vous avez été professeur, vous disiez avoir été d'une certaine manière enfermé. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'une espèce de liberté, dans l'écriture. Donc c'est ce premier roman. Un deuxième est en route. Oui, tout à fait. Il est fini, on va dire. Et puis là, il va partir chez mon éditeur d'ici 2 ou 3 semaines. Et on va commencer le travail éditorial et il sortira fin août 2024. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Sortir le deuxième, ça veut dire que on a passé le cap du premier. Oui. Que vous êtes à votre bonne place, si on peut dire ça. Moi, j'ai ce sentiment d'être à ma juste place, effectivement, parce que j'ai toujours senti que j'étais faite pour ça. C'est pas que je le savais, ça passait pas par ma tête, c'est que je le sentais. Mais comme Fernand, j'ai écouté l'oiseau noir, qui symbolise un peu toutes les peurs dans Berline. J'ai écouté très longtemps cet oiseau qui m'a susurré et qui m'a seriné des choses qui étaient complètement erronées. Des choses du genre « tu n'es pas capable d'écrire un roman, écris des chansons, c'est déjà très bien comme ça, reste dans un format court ». Mais j'avais cette voix intérieure qui grondait et c'était une nécessité pour moi d'écrire des romans. Donc voilà, oui, j'ai vraiment ce sentiment d'être là où je dois être maintenant. Qu'est-ce que c'est que la littérature pour vous? Je ne peux pas la dissocier de la vie, en fait. Parce que de la même manière que je disais tout à l'heure que je voyais l'existence à travers le prisme de la poésie, je peux dire aussi à travers le prisme de la littérature. Les mots sont des compagnons, pour moi, essentiels. Parce que je sais aussi, en étant animatrice d'ateliers d'écriture depuis quelques années, que les mots ont un grand pouvoir, en fait. Ils ont le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal aussi. Ça dépend comment on va les employer. Et le monde des adultes? Le monde des adultes, écoutez, je suis dedans, parce que c'est l'ordre des choses, on va dire. Mais j'ai toujours la petite fille à l'intérieur de moi qui s'amuse beaucoup et qui prend le temps de s'arrêter pour contempler. C'est très très important pour moi et le fait d'ailleurs d'habiter aussi dans les Vosges, ça m'a permis de renouer de façon encore plus forte avec cette contemplation. C'est quelque chose que je conseille vivement. C'est pour ça qu'il y a une large place qui est accordée à la nature, aux animaux aussi dans mon livre. Dans le second aussi, dans le deuxième livre, il y aura aussi des animaux et la nature sera très présente. D'accord. Oui. Donc, je ne vous demande pas plus sur le prochain livre, je ne pense pas qu'on puisse le... Et puis j'aime pas le faire d'ailleurs. Puisqu'on est quand même dans un monde de mineurs, est-ce que dans votre famille, pour ceux qui ont lu le livre, comment on l'a reçu, Le livre a été reçu avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour moi, de pouvoir partager ça avec mes parents, mon frère, mon fils, voilà, et ma famille plus large aussi. C'est un livre qui a beaucoup touché. Ouais. Merci beaucoup. Merci Sarah.